Salut, c'est Julien Watrin, athlète belge spécialiste en 400 mètres, 400 mètres haies, 4x400. Bienvenue ici sur le podcast Athlète Mondiaux. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Watrin, vice-champion d'Europe en salle du 400 mètres cet hiver à Istanbul et multiple médaillé avec le 4x400 mètres belge. Dans cet épisode, Julien nous parle évidemment d'athlètes, mais aussi d'autres sujets qui je pense vous étonneront. Bonne écoute. Salut Julien, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les fans d'athlètes belges te connaissent depuis longtemps, évidemment. Les Français, peut-être un peu moins, mais je pense que beaucoup ont dû te voir à Istanbul cet hiver, au championnat d'Europe en salle, quand tu as fait deuxième du 400 derrière un certain Karsten Warholm. Est-ce que cette course t'a fait rentrer dans une autre dimension? Un petit peu quand même, je pense que ça, enfin en tout cas dans mon rapport à mon sport, c'était différent parce que en fait, même si j'ai fait une très bonne année, l'année précédente, que j'ai fait des records, surtout en termes de chrono, c'était assez nouveau en individuel, que ce soit les records de Belgique 400 haies ou 400 plat en indoor. Mais j'avais eu chaque fois des petites difficultés en championnat. Et donc, je ne savais pas trop, tout à fait exactement d'où ça venait, si c'était un peu la préparation, ou si c'était moi en situation. Et donc là, j'étais vraiment très heureux d'avoir pu passer à travers en fait le jour du championnat. Et donc, je pense que j'en ai tiré de la confiance pour les prochaines courses, enfin les prochains moments importants. Tu penses que les fois précédentes, c'était peut-être dans la tête, que tu doutais de toi? J'aime pas réduire à la psychologisation de l'athlète parce que c'est toujours beaucoup plus large. Ouais. Parce que la façon de se lancer dans une course, même la façon de l'appréhender, c'est aussi un truc qu'on prépare, très concrètement, c'est très matériel à l'entraînement et en fait, on a orienté certaines choses à l'entraînement, qui étaient pas du tout psychologiques en fait, pour apporter ces changements-là. Parce qu'au final, j'ai pas forcément abordé la course, psychologiquement bien différemment des années précédentes. Ok. J'étais dans une préparation un peu différent, un corps différent, peut-être l'une ou l'autre erreur que j'ai tirée des erreurs tactiques, que j'ai tirées de l'année passée, hem, que forcément un conditionnement ou un coaching mental vraiment bien spécifique. Et quand on est au départ d'une course face à Karsten Warholm, c'est pas un adversaire comme les autres, je suppose. Surtout qu'il était clairement en forme. T'avais quel état d'esprit au départ de la course? Tu visais quoi? Beh, lui, je le voyais hors course, donc j'envisage, enfin bon, quand je me lance dans une course comme ça, je donne le meilleur de moi-même évidemment, mais dans mes stratégies, je le comptais pas dedans. Il était hors équation parce que c'est Karsten Warholm, c'est un gars qui vise le record d'Europe, et donc j'étais plus en train de viser une médaille. Ça, je sentais que c'était palpable si je faisais pas d'erreur, parce que j'avais un bon couloir aussi et donc je visais plus ça. Oui, maintenant, Warhol, il y a une certaine, le fait de le connaître, il y a une certaine prévisibilité aussi de ce qui va se passer dans la course. Parce qu'on Je sais comment il part, je sais plus ou moins comment ça va se passer. Enfin, sauf à la fin, parce que ça franchement, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Mais c'est parce je pense qu'il est tellement au-dessus du lot qu'il a pu se permettre de prendre tous les risques. Il est parti C'est-à-dire comme un que malade. ah ouais, ouais, mais même en partant comme ça, peu de gens, peu d'athlètes au monde sont capables de finir. Donc c'est même gagner en ayant pris tous ces risques, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que si j'étais parti même 2 dixièmes moins vite que lui, je suis pas sûr, que j'aurais pu terminer et on a vu ça dans des précédents championnats, je me souviens, je sais plus c'est quel championnat du monde de Taplin, le Grenadien qui fait un peu pareil en fait, qui passe aussi sous les 21. Bah, lui, il perd la médaille, quoi. Il Ouais. s'effondre, mais complètement et au final, Warhol ne s'est pas effondré. Il s'est effondré, mais pas tout à fait, quoi. Il a eu un peu chaud sur la fin, mais il Ouais. gagne quand même, donc c'est très fort de sa part. Donc voilà, à part la fin où là, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» parce que je me suis vraiment senti me rapprocher très vite de lui. Oui, il aurait pas fallu pour Hem, lui que ce soit plus que 400 mètres. Ça devenait chaud pour non, lui quand même. ouais, il a calibré pour 400 mètres. Non, ben maintenant, il a fait une course sans vraiment, penser à ses autres, ce qui est normal, hein, à ses autres concurrents
qui n'en sont pas tout à fait. Il a fait une course pour lui, pour faire le record d'Europe. Je pense que c'est un peu dans l'état d'esprit dans lequel il s'est mis. Et donc moi, j'ai fait une course en fait pour m'assurer un bon finish, et parce que je savais que ça allait se jouer là, je savais que Karl Bengström allait partir très vite, presque en sur-régime, et donc j'ai un peu joué sur ça, quoi. Et j'étais avec mes 2 premiers tours assez confiant dans mon finish, ce qui est quand même un luxe. Et donc j'ai pu vraiment orienter ma stratégie comme ça pour la médaille. Parce que sur les 3 jours de non, à Istanbul, c'était 4 jours. Tu as eu 4 courses avec le relais? Ouais, en 3 jours, les 4 courses. Comment Il y on avait gère 2 ça? courses le même jour. Beh, pour moi, ça, c'est vraiment le volume d'entraînement qu'on a encaissé sur les dernières années, et c'est la préparation qui fait beaucoup. Si on n'a pas la caisse, en fait, on peut pas dépasser un tour, quoi. Donc moi, ça, je le dois vraiment à François, à mon coach, François Gourmet, qui a vraiment organisé toute la préparation pour que je sois capable d'enchaîner les courses. Ça a demandé, par exemple, des entraînements très intenses, très proche de mes allures courses 2 fois par jour à certains moments, pour en reproduire un peu cette situation-là, donc ça m'est arrivé d'avoir un 400 mètres fractionné le matin, un 400 mètres fractionné l'après-midi, et donc on l'a préparé. Et maintenant, il y a un autre élément qui est quand même pas toujours simple à gérer, surtout dans mon cas, c'est qu'il y a bon, il y a quand même une fatigue qui s'installe, fatigue physique et mentale, même si, hem j'étais confiant dans ma capacité à savoir enchaîner les tours. Il y a quand même une fatigue qui est là. On Mmh. peut on peut courir, être fort dans la course, mais tout de même se sentir fatigué. Et donc ça, c'est, je pense, mon expérience des dernières années qui me fait un peu, qui fait que je ne m'emballe pas par rapport à ça. Par exemple, moi, je dors très mal en championnat. Quand j'ai vraiment surtout quand je cours 2 fois sur la journée, que je cours le soir, c'est presque impossible à dormir, en fait. J'ai les courses qui tournent de façon obsédante dans ma tête, j'ai mes jambes qui sont fatiguées, je les sens, j'ai du mal à vraiment me relâcher complètement, et donc il y a une sorte de tension nerveuse qui est omniprésente, et donc c'est ça qui, je pense, est pas si qui dépend de moi, donc disons de mon expérience, de ma psychologie, de ma façon de garder mon calme, en fait, entre les courses, et de m'organiser pour que ça se passe bien. Et Tu fais des maintenant, choses évidemment, comme, enfin, j'y pense pas parce que oui, on a aussi un bon entourage aussi avec le team Belgium, c'est-à-dire j'avais un bon kiné qui était là-bas sur place, j'ai des protocoles de soins qu'on prépare en fait à l'avance. On voit un peu avec des gens avec qui nous suivent, comme par exemple Marc Franco ici à l'université de Louvain-la-Neuve, des protocoles pour récupérer. Je sais aussi avec mon expérience quand est-ce que c'est important de manger, de prendre une mmh, partie de récupération, quoi manger. Je me connais un peu au niveau de comment je digère, etc. Et donc, il y a un peu des petites stratégies aussi qui, qui je pense, rendent un peu plus facile cet enchaînement-là. et pour calmer la tête, tu fais des choses comme de la méditation? J'appellerais pas ça de la méditation. C'est, disons que moi, j'ai vraiment besoin d'un maximum de liberté. Donc ça veut dire j'aime bien, avoir des activités sociales avec les gens, mais j'aime bien aussi avoir du temps pour moi, ou vraiment savoir choisir quand est-ce que, en fait, j'ai envie d'être tranquille, envie de me reposer, et j'ai pas non plus envie de m'imposer, en fait, des protocoles de méditation ou d'exercice. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie qu'il y ait laisser un peu plus de place à l'errance là-dedans. Et donc, par exemple, je vais écouter de la musique, ou je vais lire un livre ou quoi, ou par exemple, un psychologue me dira: «Mais il faut surtout pas lire ça parce que tu vas réfléchir, tu vas être crevé». Mais en fait, moi, ça marche parce que ça m'extrait un peu du monde du sport. Et en fait, pendant un instant, il y en a qui vont jouer à des jeux vidéo, ben moi, voilà, c'est ça, je vais m'évader un peu dans un autre truc. Bon, ça, quand je suis vraiment trop en tension, je n'y arrive pas parce que la course revient sans arrêt. Donc, par contre, ce qui marche bien, c'est la musique. Donc ça, je m'allonge, j'écoute de la musique, et les styles de musique vont varier en fonction de ce que j'ai envie. Donc ouais, il y a plein de petits trucs, mais j'essaie juste de réduire la contrainte, de rendre ce moment chouette, et pas de se dire: «Mince, il faut faire ça, en fait, pour que». C'est des fois ça le piège quand on veut trop bien faire, quand on veut tout protocoliser, en fait, on en ressort épuisé. Et donc il y a ce piège-là qu'il faut éviter. Et voilà. Mais si je pourrais retenir un truc, moi, la musique marche très bien. Ça me fait énormément de bien, écouter de la musique.
Tu as des playlists, une playlist différente selon la saison? Ouais, beh, ça dépend en fait, des circonstances, mais souvent quand je suis hors de mes courses ou quoi, je vais plutôt écouter un album. Donc, laisser pas faire une playlist, mais avoir, l'album, donc, l'organisation des morceaux telle que l'artiste a choisi de les faire pour nous faire voyager. Donc j'écoute l'album en entier, et dans des styles qui peuvent, vraiment varier, hein. Ça peut être de l'ambiance, donc vraiment sans des trucs qui sont assez éloignés en fait de ce qu'on s'imagine quand on parle de musique. Ouais. Donc des fois sans percussion, sans voix, ou ou ça peut aller dans des styles beaucoup plus différents, plus percussifs, plus violents, plus avec du contenu en parole aussi, comme le rap et cetera. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie. Mais j'ai des playlists aussi, parce que ça m'amuse de faire des playlists et d'essayer en fait, de saisir un peu, tiens, qu'est-ce que, donc là, c'est un petit peu plus instrumental parce que je fais des playlists pour, en fait, me mettre bien dans mon échauffement, quoi. Là, mes playlists, ça, c'est vraiment un truc d'échauffement, et ça, c'est beaucoup plus protocolisé. C'est-à-dire que là, je prends un peu moins de risques. Je vais pas me Mmh. balancer, en fait, un album comme ça, parce que Ouais. si c'est pas adapté, ça peut m'énerver pendant l'échauffement, et donc, là, j'ai plutôt, oui, une playlist que j'adapte en fonction de mon ressenti dans les compètes. Et donc souvent, quand j'arrive en championnat, c'est une playlist que j'ai rodée, en fait, à plusieurs compètes, et voilà, dans laquelle je me sens bien. Et donc je sais pas, une vingtaine de titres aléatoires. Et le contenu, en fait, il varie chaque année, hein. Ça dépend un peu de mes besoins aussi. Si, j'ai vraiment, je dois être relâché ou quoi, je peux mettre des trucs, vraiment très reposants, mais toujours un peu rythmés, un peu dansants comme ça. Par exemple, là, les derniers championnats, mais j'étais plus dans des trucs, oui, plutôt dansants, genre de la house dansante ou quoi, ou des trucs qui bougent, qui font que, qui accompagnent un peu le mouvement, et qui rendent ça un peu, ouais, un peu plus chouette, quoi. Ça rend ça Courir avec la musique, c'est un truc qui est sympa, quoi. Il y a certains exercices où quand on n'a pas, moi, quand j'ai pas de musique, beh, il y a comme un grand vide, quoi. C'est le fait d'avoir certaines, playlists, beh, ça crée comme une narration comme ça, un sens à ce que je fais, et j'en profite, quoi. Ça t'arrive parfois parce que je sais moi, quand j'écoute un certain titre presque en boucle à un certain moment de ma vie et après, parce que je découvre autre chose, j'arrête de l'écouter. Quand je retombe dessus quelques mois plus tard, ça me ramène à un moment particulier. Est-ce que ça te fait ça avec certains championnats? Si tu réentends un titre à un moment, tu dis: «Ah ça je l'ai écouté, à Rio, ça je l'ai écouté à Istanbul». Ah ouais, complètement. C'est ça qui est super chouette aussi, c'est c'est l'effet Madeleine de Proust, et j'ai Ouais. j'ai des musiques qui sentent le tartan presque, des musiques qui me plongent comme ça sans vraiment que je fasse l'effort, le travail de mémoire, de souvenir, qui bam, je me retrouve dans une situation de stress, d'un stress très spécifique, où j'ai là presque la température de la salle, le regard des gens, des trucs que j'ai croisés, que je me souviens, qui rejaillissent, et à travers la musique. Et ouais, ça aussi, c'est un truc, j'y pensais pas vraiment sur le coup, mais ça permet, de garder en fait un héritage, une trace de ces Ouais, championnats, mais médiatisé d'une façon différente. c'est clair. Pour revenir à Istanbul, pour parler du 4x4, tu étais le dernier relayeur. Ça t'était déjà arrivé? Parce que moi, quand je pense 4x4 belge, dernier relayeur, je pense Kevin Borlée, je pense parce qu'on a Ouais, l'habitude de ouais. le voir en dernière position. Toi, on le voit courir, mais j'ai pas le souvenir de t'avoir vu à la dernière position, mais j'ai peut-être, oublié. Non, c'est rare. Ah, je l'ai déjà été, mais quand il n'y avait pas forcément d'enjeu. Et d'ailleurs, je me souviens plus quand c'était. Si, je l'ai été en championnat d'Europe, mais en série, à Amsterdam, je pense. Sinon peut-être en coupe d'Europe aussi, donc mais en finale, c'était jamais arrivé, et ce qui était logique, hein, avec Kevin, donc non, c'était quelque chose de nouveau. Et tu as eu ton mot à dire? Ou c'est Jacques Borlée, le coach du relais, qui a décidé tout seul? Il a décidé, il a proposé. Bon, maintenant, si j'avais pas envie, je l'aurais dit, mais c'est pas moi qui ai voulu, en fait, moi, je pensais que j'allais être en 1. Voilà, je m'étais mis en tête ça, je pensais que ça allait être important de lancer le relais, enfin, j'avais pas trop réfléchi non plus, hein. Je partais du principe que j'allais être en 1, mais j'étais un peu concentré dans mon individuel. Puis il m'a dit, que j'étais dernier relayeur, c'est principalement parce que en fonction de ma configuration de course dans mes tours sur 400 individuels. Il voulait, avoir un bon finish. Kevin était pas mal, mais il y avait un peu plus d'incertitude
par rapport à où il en était et donc c'est pour ça qu'il m'a choisi. Est-ce que tu gères ton effort différemment sur 4x4 quand c'est en salle ou quand c'est en extérieur? Oui, maintenant dire comment c'est pas facile parce que c'est vraiment la façon dont c'est plus une façon de l'aborder techniquement, la façon dont j'emploie les virages. C'est pas du tout pareil qu'à l'extérieur. Là, il y a vraiment, disons qu'il y a peut-être plus de changements de rythme en indoor, mais disons que l'idée de répartition de l'énergie, en gros, c'est plus ou moins la même chose, mais la façon de le faire, ça va impliquer, 2-3 trucs, astuces, en plus en indoor. Ça vient avec l'expérience, ça, je suppose. C'est pas forcément oui, oui et la façon de cou enfin la oui, c'est ça et le fait d'avoir couru beaucoup en indoor, en compét avant, à l'entraînement, d'avoir senti, en fait, les trucs, sans forcément devoir trop y penser. Sentir le corps qui s'incline dans les descentes, où on se situe, par rapport à notre appui, en fait, quand on est en virage en haut ou quand on descend, quand on monte et cetera. C'est tout de même fort différent de l'outdoor. Ouais. C'est pas plus complexe que l'outdoor, parce que l'outdoor, c'est pas non plus si facile. Un virage long, plat, ça se gère aussi d'une certaine façon qui est pas forcément facile et donc les 2 sont différents. Tu sais que le 400 haies existe en salle, ça se court pas très souvent, mais des gens l'ont déjà fait, ça te dirait d'essayer? Oh, ouais, pourquoi pas, ça ouais. Le truc, c'est qu'il faudrait que je le prépare un petit peu, parce que ça doit être tellement là, j'imagine que les repères, ils doivent être vraiment, vraiment assez éloignés de ce qu'on fait en outdoor sur les haies et donc il faudrait que j'en fasse un peu. Mais oui, pourquoi pas? Par curiosité. J'ai vu que, tu avais fait du 60 haies cet hiver. Tu es descendu sous les Ouais. 8? Maintenant, si je fais du 60 haies, je ferai pas le 400 haies en Ouais. indoor parce que c'est fort différent. Oui, j'ai donc là, c'était quelque chose de nouveau. C'était, en partie une excentricité de ma part et à moitié collaboré avec mes coachs parce que, j'avais mon Bernard Leroy, mon coach dans les haies, il voulait en fait que je fasse au moins des haies hautes, mais dans une perspective 400 haies, pour travailler la façon dont ma jambe d'esquive passe proche du bassin, mais aussi dans la perception, une fois qu'on s'est habitué à passer des haies un peu plus hautes, c'est vraiment assez facile de faire des haies à 91. Et puis moi, à moitié en blaguant, j'avais dit, que je voulais faire du 60 haies et au final de la blague, c'est devenu, et je savais, j'ai un gars enfin que je connais pas, mais que j'apprécie dans sa façon de faire, Trevor Bassett, médaillé aux 400 haies en Oregon, fait ça en fait, il fait du 60 haies en indoor et donc j'avais vu que c'était un truc qui était jouable et et ça me faisait, vraiment plaisir parce que en fait j'adore ça, j'adore la vitesse, j'adore les haies hautes, j'en ai fait plus jeune et puis j'aime bien les challenges quoi, voir un peu: «Tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire?» Et donc j'ai fait ça une fois par semaine. C'était pas évident parce que j'avais toute la charge de l'entraînement du cours de 400 à côté. Donc ça veut dire que c'est accepter de faire des entraînements de sprint sur et haute, en étant un peu moins frais Ouais. et donc c'est pas si facile à gérer même le coach, mais il s'en est bien sorti parce qu'il y a pas eu de blessure et j'ai quand même progressé assez vite chaque semaine pour au final faire 7,88 en peu de temps où je fais champion francophone, en fait, au final, contre des spécialistes de cette distance. Donc c'était sympa et donc j'étais vraiment content de m'être lancé là-dedans et c'est pas impossible que je refasse ça l'année prochaine. Et l'été, les haies représentent quel pourcentage de ton entraînement? Parce que quand tu faisais du 400 plat, je suppose que tu faisais pas d'entraînement sur les haies, même si tu en avais fait jeune. Tu as dû apprendre toute une technique? Et bien, une bonne partie de la préparation, j'ai un seul entraînement de haies, sur la semaine. Oui, c'est un truc qui est, je pense, pas mal pour moi. Parce que c'est important de pas trop altérer ma course. Non, en fait, plus j'arrive en forme, plus je vais faire des donc je vais par exemple, au bout d'un moment, faire 2 entraînements de haies par semaine plus tard. Quand je serai vraiment capable, par exemple, de faire, 13 foulées entre les haies, donc là, le nombre de foulées qui m'est demandé pour la compétition, mais dans une allure qui est proche, qui est suffisamment véloce, qui est proche du sprint. Et parce que le risque, je pense, si je fais un peu trop de haies sur la semaine, un peu trop tôt dans la préparation, c'est d'altérer ma foulée, et de perdre un peu de vitesse. En fait, d'être dans une attitude où je dois,
rester un peu plus longtemps au sol, pousser plus et avec le risque en fait, d'intégrer des mauvaises perceptions et donc on essaye de garder une préparation à peu près traditionnelle, les 400 avec un entraînement purement en 400 haies au centre de la semaine, qui est d'abord, davantage technique, vitesse et puis qui arrive, progressivement vers des entraînements spécifiques 400 haies avec, l'intégration du travail, de puissance lactique. Puis après, en fonction, en fait, dans la saison, surtout cette année, parce que ça dépend aussi, l'année passée, on a dû, insister un peu plus sur la technique haies. Là, maintenant, vu que ça va quand même beaucoup mieux, on peut insister sur l'aspect physiologique avec les haies, donc un peu plus de contenu et des C'est-à-dire? entraînements un peu hybrides. Donc c'est-à-dire que l'année passée, vu que j'étais mais il y avait pas mal de défauts dans ma façon de franchir la haie, qu'on ne pouvait pas se permettre, par exemple, d'avoir le contenu sur l'entraînement que j'avais si je comparais à ce que j'ai fait l'hiver sans la haie pour préparer le 400 mètres à Mmh. Istanbul, par exemple, ou Belgrade l'année d'avant. On devait réduire un peu pour se concentrer sur la technique, tandis que cette année, ce sera un peu moins le cas. On va pouvoir augmenter la quantité et pour travailler en fait en plus la résistance et qui va me permettre de terminer les courses. Et pourquoi tu as un coach juste pour les Parce que les compétences de François n'étaient pas suffisantes pour gérer ça. OK. Ça, j'ai eu besoin de quelqu'un qui avait vraiment l'expérience. Parce que surtout le 400 et ça, je me suis vraiment rendu compte, c'est pas juste une question de. Enfin, ça l'est, mais du coaching sur place, du coaching technique, de dire ce qu'il faut. C'est aussi le choix des écarts entre les à l'entraînement de ce jeu-là, le choix de faire certains types d'exercices d'échauffement avant de commencer pour essayer d'orienter, en fait, sans que j'y pense moi vraiment, la façon dont je vais franchir les haies. Et ça, c'est vraiment un truc qui vient de l'expérience. Et pas uniquement l'expérience du 110 mètres haies, parce que c'est fort différent à ce niveau-là. Et donc, ça j'avais vraiment besoin de Bernard. Et j'ai de la chance parce qu'ils se connaissent bien. En fait, ils viennent du même club. Et OK. en fait, c'est deux coachs qui ont une humilité assez exceptionnelle, parfois un peu trop. Et donc, ça match vraiment bien. Ils savent discuter tous les deux. Ils savent laisser la place en fait quand il faut. Il n'y a pas de tentative d'aller au-delà de sa propre expertise. Et donc, c'est assez chouette. Donc on a François qui va, en gros, donc lui, il a une vision vraiment sur le court terme, moyen terme et long terme de la préparation. Donc il sait un peu vers où on va, il sait les contenus, il sait mon niveau de fatigue général, il sait plus ou moins ce que je suis capable d'encaisser, il sait la charge neuromusculaire que j'ai à tel moment. Et donc il va orienter Bernard pour l'entraînement de haie sur le contenu. Et parfois, il va même aller jusqu'à, tiens, voilà, j'aimerais bien avoir telle quantité de courses sans haies, telle quantité de courses avec haies, quand on a des entraînements hybrides et avec haies ou non. Mais Bernard, après, va avoir une liberté totale dans ce que je vais faire dans ces courses-là. Donc, le nombre de foulées, quelle partie de la piste je vais travailler, ce que je vais faire avant pour préparer ça, donc tous les drills sur les haies. Et vu qu'il est sur place, c'est lui aussi qui va juger, en fonction de mon état de fatigue, si on va faire une série en plus ou une en moins. Et donc il y a une marge de liberté, en fonction de son ressenti du terrain et des infos qu'il a de moi aussi sur le moment. OK. J'ai vu que tu avais aussi quelqu'un qui t'aidait pour le travail postural. Oui, bon là, ça a un peu changé les dernières années, mais c'est un truc qu'on a toujours pris en compte. J'ai travaillé avec, des experts en biomécanique et en podologie aussi, mais maintenant, ça a un peu changé, même si j'utilise toujours leur héritage. Je travaille avec Tom Diossard, qui est un kiné, qui a été un peu formé dans les mêmes écoles, enfin formé par ces gens-là précisément. Et donc, c'est un peu dans la suite logique. Donc là, ça fait 2 ans que je travaille avec lui et dans la suite logique de ce que j'ai fait avant. Et donc oui, il y a quand même un investissement assez important pour, tout ce qui est renforcement, postural, et mobilité. Mais pas mobilité pour la mobilité, c'est vraiment tous des trucs qui répondent en fait à des besoins. Donc
On prend des mesures un peu de comment je suis, comment je réagis, on prend des films d'entraînement et puis on travaille en fonction de ça. Tout à l'heure, tu disais que tu avais toujours aimé les haies. On va revenir un peu à tes débuts quand même. Tu as commencé l'athlé assez jeune, je pense. Tes parents faisaient de l'athlé aussi? Ouais. Tu as eu envie de faire comme eux ou c'est eux qui ont voulu que tu fasses du sport? Comment ça s'est passé? Bah, j'ai l'impression à cet âge-là, j'étais plutôt le gosse un peu passif quoi, qui se retrouve à l'athlé et puis, «Ah, il y a des copains, trop bien», mais dire j'ai suivi, c'est mes parents m'y ont inscrit, ils m'ont demandé vaguement si j'avais envie, heu et et je m'y suis retrouvé là mais heureusement, je me suis vraiment bien plu parce que je me suis assez rapidement, j'ai trouvé des amis et cetera et c'était un truc assez proche de chez moi aussi donc niveau déplacement, c'était facile. J'avais toutes ces facilités-là, donc ça m'a accompagné en fait, assez tôt, hein, depuis l'âge de 7 ans, un peu toute mon enfance et mon adolescence, sans trop m'entraîner non plus, hein. C'était 2 entraînements par semaine pendant très longtemps. Avec la chance d'avoir une préparation assez éclectique, hein. Je j'ai fait du lancer du poids, j'ai fait des j'ai fait des haies, enfin j'ai fait tout et n'importe quoi, et j'en suis très content. Puis j'ai eu la chance de finir un peu plus tard, donc quand je suis arrivé en cadet avec Edith Graf comme coach, qui était plutôt axé sur longueur, triple saut et sprint aussi, mais qui aimait bien les haies, qui avait aussi, qui trouvait que c'était important de garder une sorte, de capacité de toucher un peu à tout et donc ça arrivait qu'on fasse un peu de haies quoi, certains entraînements parce que et donc c'est là, en fait, que j'ai fait des haies. Là et plus jeune aussi dans toute la formation et que j'ai appris à apprécier ça. Et le choix du 400? Il me semble avoir entendu quelque part que tu faisais du décathlon aussi parfois et que tu avais fait du 400 dans un état. C'est pas ça? Ouais, c'est ça, oui, voilà, on aimait garder un petit peu avec Edith, et en fait les autres membres du groupe, un peu d'excentricité dans la préparation et donc du coup, on faisait un décathlon en fin de saison avec, avec 2 semaines d'entraînement, quoi, de préparation pour le décathlon. Et donc c'était assez drôle, on partait à plusieurs de game et on le faisait pour rigoler, mais en même temps on essayait d'y performer, on faisait des choses tout de même assez bien et c'est là que j'ai été amené à faire 400 mètres, Mmh. forcément. Et voilà, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du 400 mètres. OK. Le 400 mètres, en fait, c'est un peu aussi un concours de circonstances. Déjà, j'ai eu au bout d'un moment des difficultés sur le 100-200. Voilà, ça fait 2 ans que je progressais plus, j'avais commencé les études aussi et donc c'était un peu le trouble, quoi, à cette période-là et je me suis retrouvé, en fait, dans un relais espoir, au championnat d'Europe où ça s'est bien passé. On fait médaille d'argent et donc déjà, j'ai trouvé que c'était assez cool, le 4x4. Enfin, ça m'a bien plu et puis, c'est là que j'ai fait la connaissance de Dylan Borlée, hem et puis que j'ai été en contact avec Jacques. Enfin, c'était pas directement avec moi, c'était plus avec mon coach et puis là, on a commencé une collaboration et j'ai vraiment vu ça comme une ouverture vers un nouveau monde, en fait, vers quelque chose de nouveau, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi comme expérience de vie, parce que ça voulait dire que j'allais non seulement rencontrer des athlètes bah déjà qui ont une expérience de haut niveau, au niveau international, et donc j'étais curieux de savoir ce qu'ils faisaient et voir ce que je pouvais apprendre, puis qui avaient des modes de vie aussi différents. Enfin, Tu parles des c'est ça Borlées aussi là? qui est chouette avec. Oui, les Borlées, mais pas que, il y avait tout un groupe. OK. Donc c'était la voie du 400 mètres. Ça, je n'avais pas forcément le choix si je voulais aller là-dedans, mais ça me dérangeait pas parce que j'avais envie de changement. Et puis derrière la tête, je savais qu'il y avait un 4 fois 400 mètres et donc sans forcément me projeter dans l'équipe parce qu'il y avait du boulot, il y avait quand même un peu cet horizon-là, assez loin et donc j'ai saisi l'occasion et je suis parti là-dedans. Je suis devenu, un coureur de 400 mètres. Je t'ai entendu dire quelque part: «J'ai beaucoup douté de moi, ça a été un frein dans ma carrière». C'était à quel moment ça? C'est toujours le cas? Je dirais que ça, c'est un truc qui s'est un peu ancré en moi et ça sera toujours un petit peu le cas. C'est un truc, et je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus de garder un petit peu de doute. Les gens qui sont trop sûrs de soi, qui simplifient la réalité, qui en font un truc, simple, c'est pas toujours forcément bien, mais il faut savoir aussi en faire un truc qui n'est pas destructeur. Mais donc ça dépend, oui, c'est des choses j'ai beaucoup douté, c'est normal, hein, dans l'athlétisme, enfin dans tous les sports de haut niveau, on commence avec, un peu
le rêve de la régularité de la progression. On voit ça comme un truc quand on n'a jamais à choper sur un problème ou qu'on s'en est sorti un peu sans trop savoir pourquoi, euh, on n'est pas forcément amené à problématiser ce genre de voilà cette progression et donc tout va, hop, ça continue. Sauf que le jour où ça fait ça et qu'on continue ce qui marche, mais qu'en fait ça marche pas, ben en fait ça remet en question beaucoup de choses et c'est là que le doute s'immisce et où on cherche, et donc oui, comme beaucoup d'athlètes, surtout quand on a une carrière assez longue, on a des moments qui sont pas forcément chouettes. Quand on patauge pendant 2 ans, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'en plus de ça, on sent que ça déborde sur notre vie privée et que ça influence terriblement devenir professionnel à côté, et qu'on voit des sacrifices et qu'on doute en fait sur vraiment l'intérêt de ce qu'on fait. Ouais. Mais voilà, maintenant, c'est aussi ce doute-là qui m'a fait à certains moments changer de direction. Parce que j'ai connu, et ça me rend terriblement triste de voir ça, et c'est parce que moi j'aurais pu être dans ce cas-là, mais des athlètes pétris d'idéologie par leur coach, par leur entourage, qui vont continuer en fait à foncer dans un mur, année après année, jusqu'à l'épuisement, parce qu'ils se refusent de douter. Et donc il y a un moment, et maintenant, c'est même pas aussi simple parce que c'est pas juste une affaire de doute aussi, c'est une affaire d'affect envers son coach, Mm. l'athlète est imbriqué dans une myriade de relations avec coach, kiné, spécialiste, avec sa propre situation sociale, où il vit, ses besoins financiers, tout ça. Donc c'est très très compliqué. Navigue pas aussi. C'est possible de naviguer là-dedans, mais on navigue pas aussi facilement que ça. Voilà. Donc pour répondre à la question. Est-ce que le doute a été un frein? Oui et non. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des choses que tu as apprises au contact notamment de Kevin et Jonathan Borlé, qui sont un petit peu plus vieux que toi et qui avaient un peu plus d'expérience quand quand tu as commencé à t'entraîner avec eux? Oui, bah, j'ai appris beaucoup. Ça va pas être si facile à expliquer, mais c'est beaucoup de l'attitude à l'entraînement. La façon d'aborder les entraînements, la façon de courir, il y a un truc aussi, alors c'est eux, mais c'est aussi Dylan, c'est aussi un peu tous les gens qui ont intégré ce groupe. C'est l'aspect en fait solidaire, communautaire d'un entraînement. Et donc là, j'ai beaucoup appris sur en fait toutes les règles informelles qui régissent un entraînement de groupe entre athlètes de haut niveau, dont les intérêts peuvent empiéter sur l'un l'autre. Ça, c'est normal. Et c'est un truc qui est pas du tout évident à gérer. Et je trouve que les Borlés sont très forts pour ça, pour savoir en fait courir avec des concurrents et savoir en faire une force et avoir un certain respect aussi envers tous les autres, envers les athlètes qui sont là. Donc ça, j'ai pas mal appris sur comment en fait dans un entraînement on va avoir beaucoup de séries de courses. Comment aider, en fait. Comment aider, comment ne pas avoir de l'ego mal placé ou vouloir faire des trucs. Enfin, savoir faire que le groupe fonctionne. Et donc, niveau fonctionnement d'un groupe, ça m'a beaucoup apporté. Est-ce que tu penses que le fait de savoir que vous aviez aussi le relais à faire ensemble et que, évidemment, au niveau individuel, si l'autre est meilleur que toi, peut-être qu'il va prendre ta place, mais en même temps, pour le relais, c'est bien. Est-ce que tu penses que ça aide aussi ça? Et que si vous aviez fait, je sais pas, du 800, du 1500 et que ben, vous étiez juste concurrents, ça aurait été différent dans le groupe? Oui, ça aide certainement, je pense. Même si ça suffit pas, Mm. parce que je pense qu'il faut aussi qu'on s'entende. Tout le monde peut pas s'entraîner avec n'importe qui, parce que parfois juste ça fonctionne pas, même s'il y a un relais pour fédérer derrière. Et puis même s'il y a un relais, faut pas oublier qu'il y a 4 places, et donc c'est réduit. Et que les places, c'est parce qu'on fait individuellement avant qu'on va pouvoir prétendre en avoir une. Mais je pense que de notre côté, il y avait vraiment une distinction entre l'entraînement et la compète. On arrivait à en faire un truc chouette, en fait. Ok. Euh, y avait vraiment, on travaillait sur l'ambiance du groupe. Chacun contribuait un peu à sa façon à faire de l'entraînement un truc chouette quand même. Quand c'était super dur, ben on en rigolait, quoi. Et, et donc un peu tout cet aspect-là en fait.
qui dépasse un peu l'aspect purement sportif, permettait de faire fonctionner ce groupe. Quand tu te retrouves à courir le relais avec les 3 frères, c'est quand même un cas particulier. De se retrouver dans un relais où on est le seul non-frère, parfois on dit que tu es le non-borlé de la bande. C'est quoi l'ambiance? Honnêtement, enfin, je me suis en tout cas, je me suis jamais senti, exclu en fait, enfin avoir ce sentiment de rien que me poser la question. Cette question-là, par exemple, ben, elle me viendrait pas à l'esprit, OK. par exemple quand je suis je sais pas, en chambre d'appel Mmh. avec eux. Parce que, ben, on sait que là, on a besoin des 4 quoi, que Ouais. c'est et donc ouais, puis on est tellement focus aussi sur sa propre contribution en fait dans la course qui va arriver. Non, franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt une ambiance, où maintenant on est chacun, ça aide aussi, on est chacun un peu, fonctionne de façon un peu introvertie donc on a aussi besoin d'aller chercher notre force, en nous-mêmes et donc je pense ce fait-là, fait que je me sens bien en fait, quand on est ensemble à ce moment-là et puis oui, les enjeux sont tellement grands en fait avant, je sais pas, avant une finale, mondiale ou quoi, olympique, je suis pas du tout en train souvent c'est la construction des journalistes qu'on rentre quoi. Moi allez maintenant c'est moins le cas, mais les moments les plus gênants que j'ai pu vivre, c'est pas aux côtés des Borlés, c'est plus au retour quand les journalistes, ont besoin de créer un récit, hem alors que c'est un truc, je veux dire les Borlés se battent contre ce récit-là, quoi et là, c'était des moments très gênants, quoi. J'étais là: «Laissez-moi tranquille, quoi». Donc voilà. Donc non, pas de souci. Tant mieux. J'ai eu, Agnès Raholaï sur le podcast qui est passé sur le 8 maintenant et qui disait qu'en fait, elle était contente de plus devoir penser au relais tout le temps et de plus devoir se dire, «Est-ce qu'avec ce chrono, je suis sélectionnable? Est-ce que je le suis pas?» et cetera. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu penses pendant ta saison? Parce qu'il y a les Borlés, il y a Jonathan Sakor, il y en a d'autres. En Belgique, il y a quand même une sacrée densité sur 400. Est-ce que tu y penses à certains moments? Est-ce que tu te dis, «Est-ce qu'avec ça, je vais être sélectionnée ou pas?» Ou est-ce que ta priorité maintenant, c'est le 4H et tu penses le relais, c'est secondaire? Non, les 2 sont importants. Maintenant, bah, c'est clair que ça me soulage quand même d'avoir une épreuve individuelle parce que c'est dans une densité pareille, en fait, en Belgique, pour les 4x4, c'est une sorte de garde-fou, en fait, qui fait que, c'est un truc que je sais plus facilement ça va moins dépendre des autres. Parce qu'en fait, oui, le 4x4, si je fais une perf extraordinaire, mais qu'en fait, il y en a 5 qui ont fait une perf encore plus Mmh. extraordinaire, voilà, ça dépend pas trop de moi et donc et puis bon, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, la contribution du 400 haies, en fait, elle m'apporte quand même pas mal finalement sur 400 plats. OK. On l'a vu cet hiver et donc j'ai l'impression qu'en me concentrant à fond là-dessus, en fait, va m'aider en fait dans la perspective du 4x4. Alors maintenant, oui, je prévois quand même au moins de faire au moins un ou 2, enfin au moins un 400 avant, en compète avant le championnat. Mais oui, sur 400 haies, bah, pour le moment, sauf si blessure, j'ai la garantie de courir à Budapest. 4x4, bah, on n'a jamais vraiment de garantie Mmh. et voilà. Tu compté les médailles que tu as avec le 4x4? Oh, honnêtement, je suis pas très chiffre. Je suis enfin, je pourrais le faire, mais c'est pas le truc qui m'intéresse, beaucoup. Le meilleur souvenir, c'est Prague 2015? Oui, c'est un truc qui a marqué quand même ma carrière ça. C'était beaucoup trop inattendu, c'était tellement chouette de voir les autres, les frères, hyper heureux. On avait eu un peu de désillusion l'année d'avant à Zurich en championnat d'Europe avec Joe qui était blessé, tout ça et donc là, c'était puis surprise multiple parce que de un on gagne, alors qu'on avait été ajouté au final, à la start list parce qu'on n'était pas censé participer. Il y a eu je sais plus ce qui s'était passé, mais en tout cas 2 semaines avant, on ne savait pas. Donc moi, j'étais en train de faire un entraînement qui n'avait absolument rien à voir avec, avec la compétition et donc on a dû d'urgence faire, 2-3 entraînements en salle spécifiques, la semaine avant, quoi et donc on est arrivé là, en plus un peu relax, quoi, parce qu'on disait: «Bon, on a de la chance d'être là, c'est bien, on va bien s'amuser, quoi». Puis voilà, on a le titre et puis en plus on fait, double surprise, record d'Europe. Alors là, ouais, alors moi, c'était en plus ma première médaille comme ça enfin j'avais vécu des trucs avec les Bahamas
Mais là, c'était oui, la première médaille, je pense, en international. Et en plus, enfin, premier titre. Et donc, c'était exceptionnel. Exceptionnel sur le moment, dans la joie avec les autres, mais aussi après, dans la fête de célébration. Enfin, c'était super, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, c'était les Europensales de Prague en 2015. Après, il y a eu Rio 2016, là vous faites quatrième. Ça se joue à vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Parce que c'est quand même pas rien. En plus, j'ai toujours envie de dire, ça va faire un peu la française condescendante quand je vais dire ça, mais tu sais que j'aime beaucoup l'équipe de Belgique, donc de ma part, c'est pas condescendant. Pour Non, pas de souci. un petit pays comme la Belgique, de faire quatrième sur le relais, parce qu'il faut être quatre sur le relais, c'est quand même pas juste un athlète à lui tout seul qui fait ça. Quatrième au jeu, c'est quand même un truc de dingue, mais c'est quatrième, c'est pas la médaille. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Bah, en fait, moi, sur le moment, j'étais un peu le petit rookie là qui arrivait, c'était les premiers jeux, donc j'étais déjà super heureux d'être là. Je me posais pas vraiment, de questions sur, l'enjeu en fait, d'une médaille ou non, au niveau de la visibilité, au niveau de la carrière, au niveau des retombées financières, tout ça. Et donc là, faire une finale olympique pour moi, c'était déjà, savoir, alors moi, je pense que je l'ai vécu un peu différemment, si on sait quatrième maintenant, eh ben, peut-être que mon ressenti ressemblerait au ressenti de Kevin et Jonathan à ce moment-là. Moi, disons que là, je suis arrivé, c'était mitigé parce que j'étais frissonnant d'avoir fait une course en en finale olympique. On avait fait un bon chrono, tout le monde avait bien couru. Et en même temps, je voyais leur tristesse et donc j'étais vraiment très affecté par ça parce que j'étais assez proche d'eux. Enfin, on fait des semaines et des semaines de stages ensemble, on a vécu, des stages en quotidien ensemble, donc j'étais très affecté par leur réaction. Et donc c'était une situation un peu bizarre, mais voilà, moi c'était aussi ma grande naïveté à ce moment-là. Je venais d'arriver, donc voilà, moi je prenais tout ce qu'il y avait. C'était tout ce qui se passait, c'était bien, quoi. Et donc, voilà, puis oui, rien que voir aussi Kevin qui se rapprochait, puis sur le moment, pas savoir tout à fait, tiens, est-ce qu'il passe ou pas? Enfin, j'étais dans un état d'euphorie indescriptible, quoi. En plus, il l'a fait Mais, tellement de fois, de revenir, d'aller chercher la médaille ou le titre. Je sais pas, moi, parfois, comme spectatrice, je me dis, bah, il va le faire, c'est Kevin, il va le faire. Mais c'est pas si facile que ça. Quand on est spectatrice, c'est facile, mais bon. oui, oui. Mais je savais qui était devant lui, enfin, je connaissais les gars, donc en même temps, enfin, je sais que ça allait pas être facile, mais ouais, on y croit quand même. C'est oui, une expérience mitigée. Je peux pas dire, j'ai pas envie de dire en fait que c'est une mauvaise expérience parce que j'ai pas envie de ternir ce moment à Rio, qui était une expérience exceptionnelle pour moi, qui était une expérience de loin meilleure que l'expérience que j'ai eue à Tokyo, par exemple. Et voilà. Mais maintenant, oui, c'est clair qu'objectivement, 4 centièmes dans ce cas-là, ça aurait énormément, enfin, ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. C'est après Rio que tu as décidé de passer sur le 4H? Non, c'était plus tard. Ok. Alors, je sais plus si c'était 2017 ou 2018, mais ça a été des tentatives un peu avortées, quoi. J'avais un peu du mal dans ces années-là à trouver en fait tous les 2 ans, j'avais une blessure grave. Et donc là, mon début dans l'année, ça tombait vraiment dans l'année où j'avais aussi ce type de blessure. J'ai eu des pubalgies, j'ai eu problème de talons aussi, ou déchirure ischio. Et donc, j'ai pas vraiment su commencer. Et même l'année où j'ai fait des compètes 400 haies, j'avais une préparation complètement chaotique, donc j'avais pas vraiment su voir ce que j'étais capable de faire, et c'était chaque fois des courses difficiles. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est 2022, l'année où j'ai vraiment l'impression de faire des 400 haies. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ton échauffement depuis que tu es passé sur 400 haies? Bah, c'est vrai qu'il faut intégrer les haies, mais dans la façon de faire, j'ai quand même essayé de garder enfin, une ligne de cohérence, un fil rouge qui est un peu qui est proche en fait de si je préparais un 400 mètres. Parce que là, j'ai des repères au niveau de la vitesse, au niveau de plein de choses. Et donc, j'intègre, je pense, moins de haies que d'autres coureurs de 400 haies. Ok. J'ai une part assez réduite de haies dans mon échauffement parce que je me repose assez fort sur mes sensations de course. Mais maintenant, c'est clair, c'est différent. C'est ça, au début, c'était un peu une de mes craintes, c'était de perdre en fait mes repères en sortie d'échauffement parce que j'ai inclus des haies, parce que j'ai perturbé un peu ma foulée en poussant. Enfin, c'était un peu spécial. Mais là, j'y ai trouvé mon compte
Ah non, mon échauffement n'est jamais le même. Chaque année, il change un petit peu, donc je suis pas non plus dans un truc, super rigide. Ça dépend un peu de mon corps à ce moment-là, de mes besoins qui évoluent chaque année, d'un peu, de mes raideurs, des petites perceptions qui arrivent dans certaines choses, qui sont et c'est pas le cas chaque année dans tel type d'exercice, donc ça se change un peu, mais que ce soit 400 plats ou 400 raies, ça suit la même logique. J'ai vu que tu avais piqué un truc à Michael Norman pour ton échauffement. Ouais, ouais, c'est, bah, ça, c'est une des raisons, en fait, que mes échauffements ne sont pas les mêmes. C'est que je suis incapable de m'empêcher, quand je vais en championnat, d'observer les athlètes que j'admire. Et là, il y a pas mal de trucs qui ont attiré mon attention, qui rentraient un peu dans la façon dont je m'imagine un échauffement. Il va intégrer, par exemple, dans son début d'échauffement, des changements de rythme assez agressifs. Il va se mettre à débouler, donc à faire une accélération, par exemple, pendant qu'il est en train de débouler, se tourner et courir en arrière. Et puis hop, changer. Donc c'était très curieux, ou vraiment des changements de direction, ou des trucs avec les bras, mais dans sa course, ou des petites accélérations assez agressives où il se laisse tomber et trois pas très agressifs, puis il s'arrête et puis il repart. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu de ça dans mes échauffements. Est-ce que tu fais partie des athlètes qui considèrent que le 400 haies est moins difficile mentalement que le 400 mètres plat parce qu'on peut faire juste une haie à la fois? Ben, oui, je connais cet argument, mais moi, je le vis bizarrement, je le vis pas tout à fait comme ça parce que ce sera peut-être moins le cas maintenant, mais disons que moi, j'ai eu, en tout cas l'année passée, d'autres stress qui arrivaient en plus. Par exemple, le vent était beaucoup plus stressant. Voir du vent, en fait, quand il y a un 400, on se dit: «Oui, ça, bon, ça va être un peu, bah, on va augmenter un peu la vélocité à tel moment, on va». Tandis que le 400 ben, on peut pas. Du vent de face, ben oui, tu fais très saoulé, juste tu pousses et tu acceptes en fait, d'user tes cartouches à cet endroit-là. Et donc il y avait quand même un stress que j'avais qui était pas tout à fait le même, et là je parle du vent, mais c'est pas uniquement ça, c'est il y a plein de trucs beaucoup plus incertains qu'on sait pas maîtriser en fait dans le 400 et ce qui va se passer dans mon second virage, comment je vais arriver sur la 8e haie? Il y a des choix qu'il faut faire, et ça, c'est une responsabilité qui va changer beaucoup de choses dans la course, et qui peut condamner la course, davantage, je pense, qu'un 400 plat. Et donc, il y a cet aspect-là un peu stressant. Mais en contrepartie, c'est vrai que quand j'arrive à la 5e haie, par exemple, eh ben, donc à mi-parcours, je sais plus ou moins dire ce que je suis en train de faire, quoi. Où je suis. Si je suis bien, si je suis pas bien. Sur 400, c'est pas toujours forcément le cas. On peut arriver, on peut être au 200 en pensant qu'on a bien fait. Déjà arrivé, qu'on a des mauvaises perceptions, et en fait, on se prend une douche froide 50 mètres plus tard, parce qu'en fait, on n'était pas bien sur son appui ou ce genre de choses. Sur 400, et si on n'est pas bien sur son appui, ben, en fait, ça se mesure à où on se situe devant les haies, quoi. Si à chaque haie, on est à chaque fois un petit peu plus loin, là, et qu'on y met de l'énergie, là, on a déjà un indice, quoi, Ouais. qui va peut-être falloir être moins ambitieux et mettre une foulée en plus un peu plus tôt, ce genre de choses. Donc, il y a ça. Mais j'ai l'impression que le 400 haies, quand on est en forme, et pareillement sur le 400 quand on est en forme, les 2 sensations se rapprochent. OK. Au final, moi, mes dernières courses de 400 haies, je les abordais presque comme un 400 plat. C'est-à-dire que je partais et j'essayais le plus possible d'oublier qu'il y avait des haies. Donc je courais, et en fait mes 13 foulées ne ressemblaient beaucoup moins à une foulée où il fallait pousser. Je courais simplement et j'arrivais dans le nombre de foulées, et je franchissais les haies sans forcément penser à: «Tiens, il y a une haie, tiens, je vais vers la suivante». Non, non, j'avais déjà dans ma tête une vision un peu fluide de mon 400 haies, comme si c'était un 400 où je voyais un peu au loin, je regardais. J'ai remarqué aussi que regarder la haie, c'est pas forcément une bonne chose pour moi. C'est plus intéressant, moi, de regarder derrière. Ça, je maintiens un peu plus haut mon centre de gravité, et je cours un peu mieux ma haie plutôt que de la sauter, en fait. Mmh. Enfin, c'est vraiment quand on est en forme, ça. Donc, voilà. Maintenant, pour l'anecdote, moi, le 400 haies, j'ai quand même vécu une fois où là, ça s'était pas bien passé, et ça m'est jamais arrivé sur 400. Il y a un moment dans la course où je me suis dit, j'étais pas sûr en fait de savoir terminer la course.
Parce que j'étais mort avant, sans blessure, hein, Mmh. juste j'étais fatigué et il me restait 120 mètres. Il y avait 3 haies à passer et je me suis vraiment demandé si j'allais être capable de juste lever mes jambes au-dessus des haies. Avec ça, le 400, on se dit: «Bon, on va se traîner jusqu'au bout, ça va». Mais là, j'ai eu vraiment cette peur, quoi, cette Mmh. petite angoisse au milieu, donc voilà, il faut un peu nuancer, si l'un est plus facile que l'autre, beh, ouais, pas forcément. Ouais. Mais en tout cas, en t'écoutant, on se dit vraiment que tu es pas du tout en pilote automatique quand tu cours. Tu réfléchis beaucoup. Ça peut être un problème parfois? Tu as parfois des pensées un peu Ouais, parasites? pour moi, c'est un problème. Enfin, en fait, non, c'est comme tout, il y a un moment, l'automatisme est précédé par la réflexion. Forcément, 400 haies, les premières courses, ben, on doit forcer certaines choses qui à terme, ne doivent plus l'être. Pour moi, la course parfaite, c'est un pilotage automatique. Il y a le coup de feu et après juste c'est du kiff. On tombe sur l'appui, il y a plus il y a même plus à penser technique, il y a même plus à penser appui, il y a même plus à, c'est c'est la vue d'une haie enclenche certaines choses, la vue du virage enclenche des choses et c'est à ça qu'il faut arriver, dans le meilleur des mondes. Ouais. Je t'ai entendu parler de ton truc du «je m'en fous» pour passer outre, je sais pas, certaines difficultés ou peut-être certaines déceptions. Si tu peux nous en parler un peu, je suis sûre que ça peut aider les gens qui écoutent. Ouais. Bah, non, c'est pas une réponse à tout, mais moi, en tout cas, c'est un truc en fait, au final, c'est un psychologue qui m'a donné le truc. Donc c'est dans certains cas, quand, quand je me prépare pour une course, pour une compétition et qu'il y a, certaines choses qui viennent un peu ennuyer mon ou perturber ma façon de me préparer ou plutôt des imprévus, et ben, je me répète, explicitement dans ma tête, «Je m'en fous». Il se passe un truc, on me demande de me dépêcher, ça va commencer, ou il y a un truc, je sais pas, je peux pas accéder à ma haie parce que les officiers ont décidé qu'on pouvait pas parce que règlement, et ben, je me dis dans ma tête: «Je m'en fous», et ça, moi, ça m'aide. Dans certains moments, bon, ça doit pas être une réponse à tout parce que parfois il faut pas s'en foutre, parfois il faut contester, mais dans certains cas, c'est très utile et ça donne l'impression d'avoir un certain contrôle sur les choses, de dominer certaines choses et ça rend le trajet un peu plus clair, disons. Mmh. Tu continues tes études encore maintenant? Oui, c'est un parcours un peu spécial. En fait, je suis déjà diplômé. J'ai étudié, ingénieur industriel. J'ai un master en automatisation, en électromécanique. Mais après 2 ans de sport, plein temps, j'ai décidé de reprendre des études, dans un domaine complètement différent. Donc j'ai un peu, auto-saboté mon devenir professionnel, extra sportif. Donc OK. je pars en fait je dis ça en blaguant, à peu près. J'ai commencé, un certificat en philosophie et maintenant j'y ai intégré un master, en socio-anthropologie Ah oui, rien à voir. et rien à voir. Bien qu'on peut prendre, comme objet, l'ingénierie, ingénieur, la technique, du point de vue des sciences sociales et des sciences humaines et sociales ou de la philosophie. Donc, on peut y faire des ponts, mais c'est Mmh. pas du tout, dans la façon et c'est un truc qui me convient super bien, qui en plus n'est pas un frein dans ma préparation sportive et que ça se passe bien à côté. Voilà, c'est un truc chouette aussi dans le métier de sportif de haut niveau, c'est que ça donne au final, pas mal de liberté pour organiser sa vie. Donc c'est beaucoup de contraintes, hein. C'est assez dur, il y a ça demande beaucoup d'investissement, mais un investissement qui est, je dirais, peut-être un peu plus contrôlé que d'autres boulots, quoi. Et et donc moi, voilà, j'ai pu m'organiser pour garder une vie, universitaire et pouvoir m'entraîner à côté, et avoir une certaine autonomie. Et tu fais aussi des ponts entre tes études et le sport? Ce que tu étudies peut te servir pour le sport? Ah oui, forcément, surtout des trucs comme la philosophie ou les sciences sociales, je tire beaucoup de matière, en fait, de mon expérience. Par exemple, pour les sciences sociales, une matière, hyper féconde, c'est un peu toute mon expérience au sein d'un groupe qui est en contact avec, des experts, et coachs,
d'autres athlètes, la presse, des sponsors, donc en fait, tous des agents qui ont un peu des intérêts, divergents et donc ça, tout ce que j'ai vécu, que ce soit des expériences positives ou négatives et ben, c'est des choses que je problématise maintenant avec mes savoirs, de sociologie et mais aussi de philo, quoi. Je limite pas à ça parce que je m'intéresse aussi à d'autres choses, notamment à l'histoire de la philosophie qui sont du coup assez loin de tous ces enjeux-là. Mais oui, clairement, c'est je pense aussi mon parcours dans l'athlétisme qui m'a orienté vers ça. OK, La façon, les gens que j'ai rencontrés, mon rapport avec le monde scientifique aussi et donc mon rapport avec l'échec aussi et donc sur la validité des connaissances, sur, tiens, qu'est-ce qu'on sait, comment on le sait, pourquoi ce que me dit le spécialiste là est en désaccord complet avec ce que je vis sur la piste? Enfin, il y a et pourtant un spécialiste tout à fait légitime et pourquoi tel spécialiste en fait sort de son domaine et pourquoi tel athlète en fait fonctionne complètement différemment? Et donc voilà, avec tous ces tous ces savoirs universitaires, on peut y faire des liens intéressants avec, les origines sociales, avec plein de choses, comprendre un peu, ça permet de comprendre plus facilement l'autre, son parcours social, pourquoi il pense ça, pourquoi il s'énerve sur ça, pourquoi moi non, pourquoi j'ai persévéré dans l'échec à tel moment et moi ça me fascine et ça répond à pas mal de questions, ça en ouvre beaucoup d'autres aussi, ça questionne, ça ouvre beaucoup de champs de questions que je m'étais pas posé en fait et poser des questions, c'est voir les choses différemment. ouais. Plus je t'écoute parler, plus je trouve que tu es très atypique. Mais c'est un compliment. Mais c'est, on sent oh non, on sent que tu te poses beaucoup de questions. Bon, évidemment, c'est un cliché, le sportif qui sait juste faire du sport et qui est pas capable de réfléchir. Mais tu es quand même un cas très atypique. De reprendre des études pour étudier la philosophie et les sciences sociales, souvent on entend les sportifs qui disent: «Bon, OK, j'ai fait mes études, c'est bien, ça me servira pour plus tard, mais je suis content que ça soit terminé parce que c'est quand même, compliqué l'organisation, tout ça» et toi, tu as fait le choix de reprendre. Ouais. Je voulais te demander aussi, comme tu dis que tu lis beaucoup, est-ce qu'il y a des livres qui c'était un grand mot, mais qui ont changé ta vie ou qui t'ont vraiment, permis d'avoir un déclic à un moment? Alors c'est une très chouette question. Le seul problème, c'est que quand je suis face à ça, mon cerveau, en fait, commence à fondre et sortir par mes oreilles, j'ai l'impression, et je suis toujours très déçu de ce que je dis. Mais, allons-y. Donc je vais rester d'abord très général. Je me suis assez fort intéressé à l'histoire de la philosophie, en passant par des sources vulgarisées ou voilà, des livres d'histoire de la philo, et puis après en rentrant un peu dans certaines œuvres. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre un peu les modes de pensée, les types de réflexion, avec tel moyen, de telle époque, en faisant des liens un peu avec le contexte social et historique à ce moment-là. Ça m'a apporté déjà beaucoup de bonheur de faire ça et j'ai tout de même appris beaucoup de choses. Voilà, avec peut-être mention spéciale avec certains philosophes comme, enfin il y en a énormément, mais pour en citer l'un ou l'autre comme Spinoza par exemple qui m'a assez fort touché. Kant aussi, puis bon, plus tard, XXe siècle, j'ai pas mal aimé Dewey dans le pragmatisme américain. Deleuze aussi, ici en Europe, Deleuze ou Merleau-Ponty aussi, Foucault, Jacques Derrida, que j'ai beaucoup travaillé dessus l'année passée. Donc c'est tous des noms, en fait tous les grands noms de la philosophie, j'encourage vraiment aux gens de se lancer dedans. C'est très sympa, et en fait, en général, on a peur de la complexité de ce type de philosophie, mais c'est souvent des auteurs, enfin pas tous, mais qui sont assez généreux et qui vont en fait nous guider du début à la fin, quoi. Donc on avance à petits pas avec eux dans des trucs assez complexes, mais ils prennent le temps de définir les concepts. Il faut juste prendre le temps et avoir le temps, quoi. Voilà. Voilà. Sinon, à côté de la philo, je sais pas pourquoi je suis plus capable de lire de la littérature maintenant, mais j'en ai beaucoup lu avant. Et je suis bien content d'avoir rencontré Proust, en fait. Je l'ai rencontré il y a quelques années, et ça a été une des expériences les plus bouleversantes de ma vie. J'ai mis pourtant beaucoup de temps à rentrer dedans, parce que ça m'était illisible, ça m'était même insupportable. Je comprenais pas où il voulait en venir, et juste ça m'échappait. Puis après quelques essais qui se sont déroulés sur plusieurs années, j'ai pu rentrer dedans et ça a été incroyable. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande, même si ça OK. peut être un peu bizarre. Je pense que les grandes lectures se méritent et qu'il faut un peu donner de soi-même pour rentrer dedans.
C'est peut-être plus forcément trop dans le thème de ce podcast et en fait du sport, mais allez, pour terminer, alors, j'ai quand même cité un truc qui est un peu en rapport, enfin un peu beaucoup en rapport. C'est un livre de sociologie de Manuel Ok. Scotté, qui est un sociologue français qui a travaillé sur des coureurs marocains, si je me souviens bien. Et donc son livre, c'est La construction sociale du talent. Je pense que c'est le nom exact du livre, sur l'hégémonie des coureurs marocains. Je pense que c'est important que ce genre de livre, qu'on entende plus parler, parce que ça offre un contre-discours intéressant, un peu tout l'imaginaire autour de ce qu'on entend par talent, cet imaginaire qui est imprégné non seulement de neurosciences, mais aussi de génétique comportementale, etc. Tous des trucs. Alors je dis pas que ces sciences n'ont pas un intérêt, hein, surtout les neurosciences ont, et la génétique aussi, ça a une valeur scientifique, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Je parle plutôt des imaginaires qui se l'approprient et qui en font n'importe quoi. Et ce serait bien qu'on ait parfois des contre-discours dans le milieu qui nous viennent de la sociologie, donc de tous ces déterminants sociologiques qui viennent un peu dénaturaliser ce qu'on entend par talent, en l'historicisant par exemple, en montrant que ben voilà, en fait, les nations hégémoniques, ben, en fait, elles ont changé, ça n'a pas toujours été la même chose. Et donc, il ne faut pas ancrer ça dans des traits ethniques. Et on voit déjà que quand on parle ainsi, en fait, on a le racisme qui rentre par la petite porte. Et en fait, c'est le cas aussi avec le sexisme, hein. Enfin bon, voilà, ça peut nous emmener loin, mais voilà, Manuel Scotté, Construction sociale du talent, à lire. Ok. Comme t'aimes la philo, je vais te poser une question un peu philosophique. C'est quoi réussir sa vie, selon toi? Tu as 4 heures. Alors, en vrai, je suis pas super fan d'expression, pour être honnête. Bah, d'une part, c'est un peu creux, parce qu'on peut pas parler, enfin, je pense, de réussite pour un truc aussi vague et général, vaste que la vie. La réussite, ça s'exprime en des termes économiques, quantifiés. Et donc, ça me semble difficile de le faire sans évacuer tout un pan hyper riche d'une trajectoire de vie, qui sont des aspects charnels, esthétiques et bien d'autres. Et donc là, déjà, ça pose un peu problème. Il y a toujours une connotation morale, en fait, quand on invoque la réussite. C'est lourd de présupposer, et surtout à notre époque, en fait, où il n'y a qu'une seule façon d'avancer dans la vie, que je trouve parfois assez triste, en fait, une manière unidirectionnelle de, tiens, il faut faire ça, avoir son boulot, devenir, puis monter dans la hiérarchie sociale. Et donc ça, il y a un peu de tout ça derrière, toute une logique de management de sa vie, de quantification, pour on atteint tel objectif, on réussit, etc. Alors je dis pas que c'est pas utile, hein. Moi j'utilise des principes de management pour atteindre des objectifs locaux dans ma préparation dans le sport de haut niveau. On quantifie nos moyens, on élabore des objectifs, on gère des équipes d'encadrement à plusieurs pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont très clairs, qu'on a quantifiés en termes de chrono par exemple, et parfois avec d'autres données mesurées sur le corps, etc. Et puis de là, on peut voir, tiens, on fait des états d'avancement, on a atteint tel objectif, pas. Donc c'est des trucs que je suis pas par principe contre, c'est utile dans certaines choses, mais je suis contre plutôt quand on étend ces principes économiques à des trucs beaucoup trop larges, à des visées qui en fait, et sans qu'on le fasse exprès, qui sont des fois un peu performatives. C'est-à-dire que parler de réussite, il y a une connotation morale derrière ça. C'est-à-dire on va implicitement dire qu'il y a des gens qui réussissent pas, suivant des critères qui sont assez arbitraires et des fois assez flous. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il faut faire toujours attention en fait à ce qu'emportent avec eux les mots qu'on utilise, qui des fois disent plus que ce qu'on a envie de dire. Et maintenant, bon, je suis pas naïf non plus, je sais que qu'il y a aussi une fonction sociale en fait à utiliser ce genre d'expression comme marque de distinction, etc. Et donc ça a aussi un sens de cet aspect-là qui est pas négligeable. Et à ton avis, c'est quoi le rôle de l'athlète de haut niveau dans tout ça? Euh, il y a un côté un peu missionnaire dans ce qui est attendu du rôle de l'athlète de haut niveau. Ça, c'est un truc qui est assez bien ancré dans les mentalités, qu'on a un rôle d'exemplarité. On doit représenter une forme d'idéal au service des gens, dans les épreuves de leur propre vie, etc.
Alors je doute pas qu'on touche, enfin, moi peut-être pas forcément, parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de visibilité et qui touchent beaucoup de gens, ça j'en doute pas. J'ai moi-même pu aller dans des écoles spéciales où j'ai vraiment vu dans les yeux de ces enfants qu'ils étaient absolument heureux de me voir et que je leur ai apporté du bonheur à ce moment-là, ce qui m'a assez touché d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas être critique sur notre impact sur les gens. Parfois, mener des gens à faire de nous un exemple suivant une forme idéalisée qui n'a absolument rien à voir avec notre personne même, ben, ça peut pousser des gens en fait à faire des choses qui sont contre leurs intérêts. Pour l'anecdote, il m'est arrivé en fait même plusieurs fois que des personnes viennent me féliciter, viennent me parler, et au final, au fur et à mesure de leur discours, ils décrivent quelqu'un qui n'est pas moi. Et ils le font de façon tout à fait sympathique. Mais je suis dans la situation où la personne essaie de me faire rentrer dans une catégorie, dans plusieurs catégories qui ne me conviennent pas. Et en aucun cas, en fait, la personne a envie d'entendre ce que j'ai envie de dire, parce qu'elle ne veut pas ternir cet idéal. Ça, c'est un truc qui peut être problématique et c'est un peu le problème, en fait, avec les idoles en général. On peut s'inspirer de personnes, mais parfois, se créer des idoles, ça crée une vulnérabilité aussi par rapport à des personnes, par rapport à des images. Enfin, je m'adresse surtout aux sportifs de haut niveau. Il faut faire attention, quoi, à la façon dont on touche les gens, ce qu'on dit dans notre communication, ce qu'on va mener. Il ne faut pas oublier non plus que le monde de l'entreprise, du travail, ne cesse de s'approprier, d'instrumentaliser l'imaginaire du sportif de haut niveau, des valeurs qui y sont associées au service de leur fin managériale et de leurs intérêts privés. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a inversement leurs valeurs qui s'immiscent aussi dans le sport, ou du moins qui vont commencer à invisibiliser en fait tout un pan de la réalité de la pratique sportive. L'expérience phénoménologique, charnelle, le rapport à son corps, l'aspect esthétique en fait, l'aspect purement improductif, hein, et de faire des choses parfois dans un but d'errance. Voilà, l'errance a une place absolument importante dans la vie de l'athlète de haut niveau, dans sa recherche de sensations, voilà, on a aussi plein de choses qui sont... Là, on va forcément moins entendre parler du côté des discours de l'entrepreneuriat. Par exemple, l'indocilité de l'athlète de haut niveau, qui va régulièrement s'opposer à ce que veut son coach, ou le détourner, ou pas faire exactement ce qui a été demandé, ou s'approprier certaines choses. Enfin, c'est toutes des choses qui se passent dans la réalité et qui font partie de ce qui va faire que l'athlète va performer. Ou ne pas performer, mais c'est des choses qui s'y passent. Donc voilà, je suis en train de me perdre un petit peu, mais c'est un détour tout de même important, parce que c'est des choses vraiment qu'on remarque, des discours qu'on entend beaucoup dans les médias, dans les travaux de développement personnel, qui sont extrêmement éloignés de notre expérience de terrain. Et beaucoup d'athlètes tiennent ces mêmes discours-là, parfois parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont sponsorisés, parce que c'est des discours que les gens aiment bien, c'est des discours qui enchantent. Et les gens veulent entendre ça, donc les athlètes tiennent parfois ce genre de discours, alors que c'est pas du tout ce qu'ils vivent. Pour finir, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce que je préfère dans l'athlète, c'est son côté universel. C'est pas pour Mhm. rien que le podcast s'appelle Athlètes mondiaux. J'aimerais savoir ce que toi tu préfères dans l'athlète. Ben, je me rapprocherai un peu de ça. Courir, c'est un truc que tout le monde sait faire. Courir à pieds nus, sur une piste, dans la rue, c'est un truc qui est hyper accessible. Et donc, c'est un truc qui en fait sa force, certainement. Et bon, moi, vu que j'ai centré mon existence sur l'athlétisme, c'est un truc dont je sais que c'est possible de s'y exprimer à travers, et que c'est un truc fantastique vécu de l'intérieur. Travailler sur son corps sur plusieurs années, voir ce qu'on est capable de faire. Parler de trucs un peu plus chouettes tantôt, de musique, tout ça, de ce jeu, de ce côté de jeu dans la façon de courir. Enfin, c'est un truc hyper chouette, et c'est ces petits moments-là où on se crée des petits espaces de liberté, où on est vraiment libre, quoi. Voilà, il y a peu de moments où on est vraiment libre, et dans ces petits moments-là, eh ben, ça arrive. Et ça, tout le monde peut se créer ces petits trucs-là de son côté. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Non, j'ai assez parlé. Merci Julien. Encore merci à toi Julien d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le podcast, j'ai un défi pour vous cette semaine.
Envoyez votre épisode préféré à un ou une amie passionnée d'athlètes pour lui faire découvrir le podcast. Vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.